On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Il est vif d'esprit, il est à la retraite, c'est vrai, mais il a la tête pleine de projets et il organise en fin de semaine des rencontres francophones. Et ça ressemble un peu à ce que Claude Béchamp avait mis sur pied à l'époque qu'il était député fédéral, Triangle de l'Excellence, Saint-Jean, Plattsburgh, Burlington. Et oui, il y a des francophones aussi au Vermont. Bref, ils vont être parmi nous ce samedi. Et Roger Léger, un enseignant à la retraite du Collège militaire, nous en parle à l'instant. Toujours impressionné de voir ce jeune retraité avoir 1001 projets. Quand ce n'est pas des livres, il s'occupe un peu de l'Église patrimoniale de l'Acadie. Sinon, là, il s'occupe de rencontres francophones, un événement qui va se tenir samedi, donc le 2 février à 11h au restaurant Les Glaces à Iberville. Et je parle ici, bien sûr, de Roger Léger. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est toujours 1001 projets. Oui, je ne peux pas m'arrêter, non, c'est impossible. C'est trop difficile. C'est trop difficile, Bon. oui. Mais pourquoi cette fascination? Parce que même dans les livres dont vous nous parlez ou les événements, il y a toujours un souci patrimonial, mais il y a toujours un souci aussi, vous nous parlez souvent des francophones, les francophones d'Amérique. Oui. Évidemment, les francophones, on le sait, au Québec, mais il y en a au Nouveau-Brunswick, il y en a en Ontario, il y en a même encore aux États-Unis aujourd'hui. Donc, d'où cette importance pour vous d'organiser ce genre de rencontre, dont celle qui va se tenir samedi? Écoutez, savoir, ça a été une préoccupation très jeune chez moi. J'étais un Acadien déménagé au Québec, donc je me demandais bien, qui suis-je? Est-ce que je suis québécois, acadien, francophone, anglais, français? Alors, j'avais assisté à la première rencontre des francophones d'Amérique à Pâques 1972 à Lafayette. Et donc, j'avais rencontré beaucoup de gens en Louisiane. Et cette structure-là n'existe plus depuis longtemps, les francophones d'Amérique. Il y avait le Conseil de la vie française en Amérique, qui était à Québec. J'étais membre pendant quelques temps. Puis, cet organisme a disparu, puis c'est remplacé maintenant par le Centre de la francophonie des Amériques à Québec. C'est structuré avec le gouvernement, avec le ministère. Moi, comme individu, quand j'ai déménagé ici en 1996, quand je suis revenu, j'avais enseigné au Collège militaire, quand j'étais revenu ici en 1996, disons que je prenais ma retraite un peu. Ouais. Ça fait 20 ans, 22 ans. Et donc, en mai 1998, il y avait eu un événement organisé par M. Bachand, le Triangle d'Excellence. Et c'est là que j'avais rencontré un Franco-Américain. Il annonçait qu'en juin 1998, il allait fonder l'Alliance française du Vermont. Alors, je l'ai accroché, puis j'ai dit, moi, ça m'intéresse. Alors, je suis allé à Burlington, j'ai assisté à l'Assemblée de fondation, j'ai été nommé au conseil d'administration, puis j'ai été sur le conseil d'administration pendant 10 ans, jusqu'en 2008. Et je suis toujours en relation avec eux. Souvent, ils viennent me voir, des fois que j'y vais. Je suis allé à l'automne. Là, le 7 avril, je vais y aller de nouveau. Et cette fois-ci, dans les dernières années, j'en ai parlé avec la conseillère municipale, Mme Mélanie Dufresne. Je me suis dit, il fallait peut-être qu'on structure davantage nos relations d'individu à individu. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de comité, c'est simplement une rencontre. J'ai choisi le mot « rencontre francophone », une rencontre avec des amis qui viendraient, que j'en connaissais. Donc, j'ai préparé une lettre que j'ai envoyée au responsable là-bas de l'Alliance française. Et il y a un autre organisme également qui existe depuis longtemps, qui s'appelle Pause Café. C'est animé par un homme maintenant dans la soixantaine, formation d'avocat, un militant francophone depuis 30 ans. Ouais. Et c'est lui qui avait été à l'origine de la résolution votée au conseil municipal de Burlington il y a déjà 4-5 ans, 5-6 ans, d'une politique favorisant le français dans l'affichage, à l'aéroport, au centre-ville. Donc, depuis 20 ans, l'Alliance française a organisé beaucoup d'activités. Toute l'Alliance française donne des cours de français. Ils ont organisé un ciné-club, ils passent des films en français. Ils travaillent avec les professeurs de l'université ou dans les collèges. Ils donnent des cours de français. Et avec la Chambre de commerce, ils ont imaginé un programme donner des cours aux employés du centre-ville de Burlington et de la fameuse rue Church pour que les employés puissent accueillir en français les touristes, surtout les Franco, les Québécois qui y vont. Alors, toutes sortes d'activités qu'ils font régulièrement. Donc, on va commencer le 2 février. J'ai envoyé la lettre et là, j'ai reçu des réponses enthousiastes de personnes, pas nécessairement des francophones, des francophiles. Francophiles, oui. La plupart des gens qui vont venir samedi
à partir de leur nom que j'ai, ce sont des francophiles, pas des francophones. Il y en a une qui m'a envoyé un long courriel en anglais. Elle est née à l'Acadie. Okay. Elle demeure aux États-Unis. Elle ne peut plus écrire en français. Elle m'a écrit un long courriel en français. Enthousiaste, en anglais, enthousiaste. Ouais. Ses parents s'est mariée là. Ouais. Elle a vécu à l'Acadie. Ses parents sont enterrés à l'Acadie. Donc, elle va venir avec une ou deux personnes. Donc, c'est ça, ces relations humaines. Là. Moi, tout ce que je veux, c'est seulement développer des relations amicales avec quelques francophones ou quelques francophiles de l'autre côté, mais pour qu'on puisse faire connaître notre région. Mais c'était un peu l'objectif dont visait l'ex-député fédéral Claude Bachand. Oui. Lorsque Claude Bachand a mis sur pied le fameux triangle de l'excellence, qui était dans le fond Saint-Jean, Burlington et Plattsburgh, dans l'État de New York, c'était de tisser des liens avec les maires, avec les chambres de commerce, avec les offices du tourisme. À une certaine époque, dans les années 90, évidemment, on décriait les gens qui parfois allaient dépenser leur argent aux États-Unis, hein, puis là, on faisait des campagnes d'achat locales. Mais l'inverse est aussi vrai. Ça dépend aussi de la fluctuation du dollar canadien ou américain. Mais bref, c'était d'établir des liens, parce que, bon, les gens qui font notamment un peu de bateau entre Saint-Paul-l'Île-aux-Noix et Burlington et Plattsburgh font un peu les deux, ou qui font un peu de loisirs, de plein air. Mais même dans le monde des affaires, d'établir des liens entre Plattsburgh et Burlington. Et entre autres, j'ouvre la parenthèse, à noter que Plattsburgh et Burlington, aujourd'hui, se sont dotés d'aéroports dont beaucoup de Québécois utilisent aujourd'hui. Exactement, exactement. Ça, c'est une réalité. Il faudrait peut-être... moi, je faisais partir d'abord avec des personnes, des amis. On se rencontrait une fois par mois, toujours le samedi, à 11 h. C'est une occasion de manger ensemble, c'est simplement ça. La suite, c'est les gens qui vont décider. Moi, je vais leur faire connaître notre région. Ils vont venir à nos activités culturelles. Le printemps, dans les cabanes à sucre, comme on avait fait à l'époque, en 1999, 2001. Et après ça, là, il y aura les visites du musée à l'Acadie, les activités qu'on va organiser. Et pour nos concerts, c'est moins loin de venir ici avec une bonne programmation que d'aller à Montréal. Tout à fait. Ça va prendre à peu près... De Burlington, c'est 1h30. 1h30. Plattsburgh, 1 heure. Les autres, ils vont demeurer, ceux qui demeurent dans le nord de nous, pendant 1 heure à peu près. Donc, c'est pas trop loin. Et on m'a demandé, faites pas ça le soir pour le moment, parce que nous, retourner le soir, c'est pas... Donc, on fait ça le matin, à 11 h. C'est un peu sur le modèle de ce qu'ils font là-bas. Il y a des groupes de conversation dans beaucoup de municipalités au Vermont qu'on a organisés dans les dernières années. Et c'est le modèle. Ils se rencontrent souvent le samedi matin. Ils mangent ensemble. Ça peut être des fois le soir, à 5 h, des fois des rencontres le soir. Donc, c'est sur ce modèle-là. Et simplement développer des amitiés. Développer simplement des amitiés. À quoi ressemble la présence des francophones aux États-Unis, mais principalement ici, à proximité, l'État de New York, l'État du Vermont? Je me rappelle, moi, ma mère avait des cousins francophones qui étaient au Connecticut, au New Hampshire. Bref, la présence des francophones aujourd'hui, là, en 2019, ça ressemble à quoi aux États-Unis ou dans un État comme le Vermont? Écoutez, il y a à peu près, selon le recensement américain que j'avais consulté en 80, mais en 90, il y a à peu près 13 millions de personnes, un peu plus de 13 millions, 13 millions 200 000, qui, au recensement américain, se disaient d'origine francophone. Quand même. 13 millions. Dans les États de la Nouvelle-Angleterre, ici, le recensement indiquait 2 300 000 à peu près. Au Texas, par exemple, quand j'avais fondé la Fédération acadienne du Québec à l'époque, il y a 30 ans, j'avais rejoint, par exemple, l'Association des Acadiens du Texas, à Beaumont. Il y a 650 000 personnes au Texas qui sont d'origine francophone. Et juste dans la grande région d'Houston, c'est 1 demi-million de personnes. Est-ce que ces gens-là réussissent encore à entretenir le fait français ou si malheureusement l'assimilation fait son œuvre avec le temps? Depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'assimilation a joué beaucoup. En Nouvelle-Angleterre, par exemple, il y a un siècle, en Nouvelle-Angleterre, il y avait 5 quotidiens, il y avait une vingtaine d'hebdomadaires. Tout se passait en français dans au moins 300 villages, à l'église, à l'école et au conseil municipal. Donc, l'assimilation s'est faite rapidement dans les années 20, 30. Après, on connaît l'histoire un peu. Évidemment. Et
Donc, nous, au Québec, moi, j'avais pensé qu'il fallait... La francophonie qui est près de chez nous, là, c'est pas en Afrique, c'est pas en Europe, c'est ici. Ouais. Il y en a 2 millions dans la région. Bien sûr, le Vermont, c'est pas nombreux comme population. Mais l'expérience que j'ai vécue avec l'Alliance française, quand on avait commencé en 98, c'est à peine si on pouvait avoir des informations dans le journal local. Ça a pris 10 ans de travail, d'animation. Ouais. Et tout à coup, ils se sont aperçus qu'il fallait les chambres de commerce, les chambres d'affaires. Et l'homme le plus riche du Vermont, milliardaire, c'est Pomerleau. Vous voyez son nom ici, là, dans la construction. Ouais. Ben, Pomerleau, il a payé pendant 2 ans le salaire d'une personne pour être permanente à l'Alliance française du Vermont. Oui. C'est pesant. Pomerleau à Burlington, c'est très pesant, merci. Donc, il fallait, c'est une démarche de comment, théoriquement, comment on peut réanimer ou la prise de conscience, comment on peut animer la prise de conscience d'être francophone. Là-bas, l'Alliance française, à l'époque, c'était surtout des Français de France qui travaillaient dans les compagnies, qui enseignaient à l'université ou dans les collèges. On avait une personne parmi les Franco-Américains, mais malheureusement, elle est décédée à l'automne 98. C'est elle qui était là. Mais là, depuis ce temps-là, c'était un travail de sensibilisation et ça prend du temps. Bon. Quand on voit le phénomène d'assimilation des francophones aux États-Unis au cours des 60, 70, 80 dernières années, que pensez-vous du nouveau contexte qui s'installe ici même au Canada? C'est-à-dire qu'ici au Québec, pour un francophone, on ne voit pas vraiment l'anglais comme une menace. Il y a eu, oui, les débats référendaires de 80-95, mais on dirait qu'en ce moment, on n'est pas dans ce genre de menace-là. Mais pourtant, quand on regarde l'élection de gouvernements conservateurs en Ontario et au Nouveau-Brunswick, des gouvernements qui, visiblement, ne sont pas très, très sympathiques à la cause des francophones, est-ce que l'élection de ces gouvernements-là viennent un peu remettre en lumière qu'il existe toujours un risque de C'est la grande perdre? question. Hein, c'est la grande question. Nous, on est en 2019. Quand je lis les discours de Laurier ou de Bourassa à l'époque, il y a un siècle, 150 ans, c'est toujours le même problème de relation. Historiquement, nous diminuons en nombre. On n'est plus en 1840, on n'est plus en 1950 non plus. Donc, on ne sait pas quel va être l'avenir du fait français. Mais personnellement, il y a un changement, bien sûr, historique à l'automne 98. Donc, l'élection de Ford en Ontario et l'élection d'un parti de 3 députés d'un parti anti-français, carrément anti-français au Nouveau-Brunswick. C'est la première fois dans l'histoire que ça arrive, là, pour le Nouveau-Brunswick. Quel va être l'impact, quel va être, on sait, le taux d'assimilation ailleurs. Donc, c'est toute la question d'existence des francophones en Amérique du Nord. Ouais. La vallée du Saint-Laurent, le Québec, c'est le centre, on ne sait pas quel va être l'avenir, donc ça pose un grand point d'interrogation. Mais en même temps, vous qui connaissez bien le Nouveau-Brunswick, est-ce que vous pouvez imaginer que dans 50 ans, on ne parlera plus français en Acadie? C'est quasiment impossible. Moi, je suis en relation continuelle avec eux, là, à Moncton, régulièrement. Bien sûr, le taux d'assimilation existe, fort. Oui. Mais en même temps, le changement, ça a été l'université de Moncton, quand elle s'est créée. Ça a changé toute l'histoire des Acadiens. Donc, là, ils sont plus francisés qu'avant. Là. Ils sont plus scolarisés, ils sont plus forts. Économiquement, la place centrale, le centre-ville de Moncton, c'est contrôlé par les Acadiens. Financièrement, c'est la compagnie d'assurance qui contrôle le grand centre. Donc, ça existe financièrement. Comme nous, en Amérique du Nord, si on n'existe pas économiquement, on n'existe pas. Les Grecs, pour la culture grecque à l'époque, ils dominaient le commerce en Méditerranée. La culture est venue après. Il faut avoir une base commerciale, économique pour exister dans l'histoire. Sans ça, tu n'existes pas. La langue grecque s'est répandue parce que il s'agit pour nous, au Québec, c'est ça que le gouvernement essaie de faire depuis. Mais c'est drôle parce que je vous entends, puis je réentends Bernard Landry, qui avait souvent ce discours-là, disait avant de parler de souveraineté, avant de parler de souveraineté culturelle, il faut parler de souveraineté économique.
Ah oui, On parlait oui, beaucoup de la c'est défense la du base, Québec c'est la base, Inc., c'est la base. avec les familles Palado, les familles Coutu, etc., etc. Il disait il faut d'abord être fort économiquement pour ensuite assumer ça, sa diversité. Et ultimement, si les gens font le choix Comme on ne sait d'avoir un pas pays ou trop non. quel va être l'avenir des minorités, là, puis Ouais. même au Québec, ici, donc, là, Ouais. j'avais écrit un texte, je l'ai pas, j'avais écrit un texte en 1967 qui est paru dans le Devoir sur l'immigration. Mais c'est encore un sujet d'actualité. Je l'ai sorti récemment. C'est la roue qui tourne, hein? L'immigration, ben, on a toujours besoin d'immigration. D'ici 2050, en 20 ans, on avait reçu un demi-million d'immigrants au Québec, de 45 à 65. Et jusqu'en 2050, c'est des millions. Donc, il faut savoir les assimiler, puis on les assimile par l'économie autant que par autre chose. En tout cas, ça, c'est une question qui est toujours existentielle. Qui revient périodiquement. Là. Alors, mais n'empêche que, pour vous, c'est important d'entretenir le dialogue, d'entretenir ces relations-là, même si nous, au Québec, on est nombreux et majoritaires. On a eu une tendance à se replier. Tout à fait. Tu vois, moi, je suis pour l'ouverture des frontières. Des frontières, il faut être franchi ou bien abattu, disons. Alors, je veux vraiment qu'on communique avec la francophonie qui est près de chez nous, pas celle qui est en Afrique, pas celle qui est en Europe. Celle qui est près de chez nous, il y en a 2 300 000. Vous savez, ce qui est frappant aussi, parce que, bon, ici, évidemment, au Québec, il y a le fait français. Le Nouveau-Brunswick est une province officiellement bilingue. Oui. Le premier ministre Legault l'a d'ailleurs appris en pleine campagne électorale. Mais après ça, bon, c'est un pays qui est soi-disant bilingue, mais moi, j'ai travaillé 1 mois à Gatineau, Ottawa, il y a 2-3 étés. Et quelqu'un m'a dit, Éric, il dit, tu vas découvrir qu'à Ottawa, il y a 2 langues officielles. Il y a l'anglais et le bilingue. Et c'est un peu vrai, parce que pour s'être promené ou travaillé dans la région d'Ottawa, autant où à Gatineau, évidemment, le fait français est installé. Et quand on traverse de l'autre côté... ça sera toujours difficile. Et Ottawa n'est même pas une ville officiellement bilingue. Et pourtant, c'est la capitale du Canada. Ça sera toujours difficile d'exister en Amérique du Nord pour nous. Hein. On est la seule colonie européenne dans les Amériques qui n'a pas accédé au statut d'État souverain. Oui, tout à fait. On est la seule. L'Espagnol, le Portugais, les Espagnols, l'Anglais, parce qu'on est peu. Mais on a une base. C'est à nous à être des individus actifs et compétents, si on peut, pour exister, pas sans ça. Et là, vous avez fait, où on s'était vu récemment, parce que vous aviez entamé comme une tournée avec le livre en question. Vous êtes baladé, au Nouveau-Brunswick, en Gaspésie. En Gaspésie, oui. Vous avez fait quelques places, là. Oui, bien, je suis allé en Gaspésie pour le 16 septembre. Il y avait le dévoilement du 16e monument de l'Odyssée acadienne, comme on en a un ici. Alors, j'ai fait le lancement du livre-là. J'ai représenté le groupe ici, je suis allé. J'ai fait une petite conférence. J'ai voulu, pour ce qui regarde ce projet-là, j'ai réimprimé. Il y a un historien acadien, né au Québec, un grand historien. Il a enseigné pendant 22 ans à l'Université de Montréal. Il a publié une œuvre énorme, un auteur prolifique, mais j'ai décidé de réimprimer 4 de ses œuvres majeures, dont 2 ont été couronnées par l'Académie française. Un en 26, par La Gaspésie au soleil, qu'il avait publié en 25, en son retour des études à Paris, en 22-24. Et après ça, il a écrit une histoire de la Louisiane. Les 4 volumes, les trois grands volumes, les Gaspésie au soleil, l'histoire de la Louisiane, c'est 450 pages. Je ne connais pas aucun historien de langue anglaise ou de langue française au Canada qui a écrit une œuvre aussi considérable sur l'histoire de la Louisiane. C'est un auteur oublié, un historien oublié. Bien sûr, ça date, c'est dans les années 20, dans les années 30. Ce n'est plus... les historiens n'écrivent plus comme ça aujourd'hui. Mais pour moi, l'Académie française ne l'a pas couronné pour rien, à cause de son style, parce que c'est un écrivain, c'est ça qui me plaît. Et ensuite, bien sûr, la rigueur de sa recherche. Il avait eu comme mission, lorsqu'il est revenu de Paris en 24, de consacrer sa vie à l'histoire des Acadiens. Alors, ce qu'il a fait magnifiquement. Il a écrit... j'ai recensé, par exemple, passé 400 articles qu'il avait écrits dans le journal franco-américain Le Travailleur à Worcester. Dans les années... il a écrit énormément, c'est sur les grands sujets. Et là, quels sont les endroits où vous vous êtes arrêté, là? Je suis allé donc à Carleton-sur-Mer, c'était magnifique. À Carleton-sur-Mer, c'était magnifique. Je suis allé à Maria. Maria, c'est pas loin. Et il est né, le frère Antoine Bernard est né à Maria. Alors, j'ai rencontré le maire, le conseil municipal, quelques échevins, puis le personnel.
Et je suis allé à New Richmond, à la librairie, on est déposé là. Puis j'ai traversé la Gaspésie. C'est merveilleux comme territoire. Hein. C'est Tout à fait. 2 heures de route dans les montagnes, c'est merveilleux. Et là, je suis arrivé à Sainte-Anne-des-Monts, et là, j'avais déjà un rendez-vous avec la Société d'histoire là-bas. Alors, j'ai déposé le volume, j'ai fait un cadeau au président de la Société d'histoire, et il m'a invité à y retourner au mois d'août prochain, pour donner une petite conférence. On va y aller plutôt au mois d'août qu'en septembre. Quand je suis arrivé là, c'était un peu froid. Donc, je vais retourner. Là, actuellement, pour cette année, en 2019, c'est le Congrès mondial acadien. Dans le Congrès mondial acadien, ça a lieu à tous les 5 ans. Ça a commencé en 1994 et il y en a un cette année, à tous les 5 ans. La présidente était venue me voir au printemps avec son adjoint, puis ils m'ont invité. Je leur ai fait part de quelques projets que j'avais, et dont un, que je voulais faire un livre sur les monuments de l'Odyssée acadienne. Alors là, elle était enthousiaste. Donc là, on m'a invité à aller faire le lancement là-bas au mois d'août, à Moncton et à l'île du Prince-Édouard. Okay. Là, j'essaie de terminer le volume le plus tôt possible, là, mais des fois, là, ça fait 2 mois que je ne peux pas travailler tellement. Donc, on essaie de s'occuper. Malheureusement, je regrette seulement de ne pas avoir 80 ans. Pas 30, mais 80. Moi, si je ne peux pas avoir 80 ans pour avoir travaillé encore. Avoir 80, ça veut dire 10 ans de moins, ça, hein? C'est ça? Oui. Ça, vous êtes rendu à quoi? 90? 90. 90. La santé suit? Oui. Oui. Plus difficile, mais quand même. Il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas. Vous conduisez encore la voiture? Non. Pas de voiture? Non? Ah, Donc, vous vous déplacez autrement? Non. Bon. Puis là, vous êtes toujours aussi impliqué avec l'Église patrimoniale de l'Acadie, parce que la présence de cette Église est aussi un symbole de l'histoire de l'Acadie. Évidemment, chez nous, dans notre propre ville. Et là, on a réussi à sauvegarder ce bâtiment. Vous êtes toujours grandement impliqué là-dedans aussi. Oui, toujours, oui. Mais là, je travaille moins. Là. Maintenant qu'on a un permanent, c'est M. Christian Poupard qui fait tout le travail. Oui, exact. Et là, d'ailleurs, il va y avoir un concert le 24 février à 14 h. Le 24. Violon et violoncelle, avec Marie-Ève Poupard et Alain Aubu. Donc, bref, ça va être intéressant. Là. Oui, c'est toujours... tu sais, l'Église, quand on visite, c'est un témoignage de l'histoire. C'est quand même une église construite en 1801. Et de nombreux artistes l'ont illustré, l'ont embelli. Et l'objectif, c'est de continuer la restauration, c'est pas terminé, prendre des sous. Et on veut avoir plusieurs activités possibles, donc des concerts, si c'est possible. On ne peut pas avoir des grands concerts avec des orchestres parce que c'est petit. Donc, on fait un effort pour... il faudra faire de la publicité. Donc, moi, je m'occupe de faire la publicité aux États-Unis. Mais il faudrait faire la publicité également, on fasse appel à la population de la Rive-Sud et de l'Estrie, pour faire en sorte que l'Acadie et que cette église, ce trésor architectural, soit au centre des activités, surtout la grande musique classique. C'était ça le rêve qu'on avait eu avec M. Tremblay, de faire en sorte que dans cette église, il y aurait des concerts assez régulièrement, des activités de toutes sortes. M. Poupard et Mme Marie-Louise Desnoyers, puis tous les autres qui travaillent, s'en occupent d'une façon excellente. Et on va essayer de réaliser. Donc, des projets de livres, des projets de voyage, l'Église de l'Acadie, et puis là, en fin de semaine, les rencontres francophones pour les francophones d'Amérique. Unissez-vous, ici même au restaurant Les Glaces, et samedi à 11 h. Ceux et celles qui veulent venir, c'est ouvert à tout le monde. Je les invite, ceux qui veulent venir, à se joindre à nous à 11 h le matin, aux Glaces. Et ils font partie du groupe d'amis qui veulent se rencontrer une fois par mois. Et là, il y aura quelques Vermontois, quelques Américains qui seront parmi nous samedi, qui vont venir ici, soit des francophones ou des francophiles. Il y a les deux, là. Est-ce que les francophiles parlent un peu français? Oui. Il y en a moins que d'autres. D'autres qui parlent mieux français que d'autres, mais quand même. Eux, leur objectif, c'est d'avoir l'occasion d'être en immersion française, donc de parler avec des Français. C'est ça l'objectif. Bien, merci beaucoup, puis bonne chance pour vos nombreux projets. Oui. Merci. Restez avec nous. Au retour, c'est le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Samuel.
Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle football. Concentration football de Saint-Jean, enfin, avec le coordonnateur Francis Lapointe. Et moi, tout ce que j'ai à dire, c'est Go Rams. Go, Pats, go. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Il reste encore une fin de semaine pour profiter des activités du carnaval Hiberneige dans le secteur Iberville, près de l'Aréna et de la Polyvalente et du pavillon Mille-Roches. On a commencé le week-end passé, mais il reste encore des activités au cours de la prochaine fin de semaine. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo, avec 4 000 en prix et une trentaine de dépositaires pour acheter et vous livrer un peu partout. Et puis, entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel plus facile et plus rapide. Éric Latour en un mot, à commercial, tvhr9.com. À demain.